en matière d'association et de naissance de partis politiques. Cela a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui et dont tout le monde se plaint avec raison. Le paradoxe réside dans le fait qu'aucun de ceux qui se plaignent ne s'abstient d'assister au lancement de nouveaux partis et de leur apporter son soutien franc et sincère. Maître Ongari pense qu'il faut désormais des partis départementaux et régionaux parce qu'ils seront plus outillés pour former leurs militants et gérer les affaires de développement des populations à la base. Les hommes politiques répondront à l'auteur que tous les partis ont des fédérations et des sections dans chaque département du pays et qu'elles sont chargées d'encadrer les militants de cette portion du territoire national. Le problème du Béninois est qu'il se préoccupe peu de la vie de toute association dont il est membre. Tous les chefs de parti disent et répètent à satiété que les militants, il est plus exact de dire les membres, ne payent pas de cotisation, mais se pressent d'exiger leur part de dividendes lorsqu'il y en a. Dans ces conditions, que les partis politiques soient nationaux ou non, les difficultés demeurent les mêmes. Troisième centre d'intérêt, la Constitution. La Constitution, a écrit l'auteur, est le gage d'un État qui offre à tout citoyen la faculté de jouir réellement et pleinement de tous ses droits constitutionnels. Maître Ongari est tellement convaincu de cette idée qu'il a rédigé tout seul un projet de constitution pour la nouvelle République et il y a introduit plusieurs idées que je vous invite à découvrir et à apprécier. Pour ma part, je me suis attardé sur la Chambre des sages, qui fait partie du pouvoir législatif. L'auteur a consacré l'article 58 à cette chambre, mais n'est pas allé jusqu'au terme de sa réflexion, puisqu'il annonce que la Chambre des sages est composée de 2 sages pour chaque département, sans dire au lecteur le nombre de départements qu'il prend en compte dans le cadre de son étude. Autrement dit, quand on a fini de le lire, on ne sait pas s'il y aura 12 ou 24 sages. Dans un cas comme dans l'autre. Je me demande si 2 sages pour tout un département n'est pas trop juste. Je le dis d'autant plus que dans la Constitution du Dahomey, datée du 11 janvier 1964, on avait institué une chambre de réflexion qui comprenait 36 membres, nommés par décret du président de la République, pris en Conseil des ministres, sur proposition du chef du gouvernement pour 5 ans. Ils étaient invités à donner leur avis sur les projets de loi ou propositions de loi, ordonnances ou décrets à caractère politique, économique et social qui leur étaient soumis. À l'article 60 de la Constitution de la Nouvelle République, on lit ce qui suit. La Chambre des sages, dépositaire des traditions et valeurs, doit apporter des amendements à tout texte de loi avant son adoption définitive et sa promulgation. Si cette chambre garde son nom, c'est-à-dire Chambre des sages, elle sera prise d'assaut par les rois et autres chefs traditionnels. Dans ces conditions, il faudra répondre à la question suivante. Les lois d'un État moderne, comme la République du Bénin, peuvent-elles être compatibles avec les règles que les ancêtres nous ont léguées? Je ne vous apprends rien en rappelant que dans les royaumes conquis à la fin du 19e siècle par l'envahisseur français, les sujets étaient la propriété des rois qui avaient sur eux le droit de vie et de mort. Face à tous les droits humains acquis depuis 1948,
que disent les détenteurs de nos traditions et valeurs. Je veux signaler une autre innovation importante qui se trouve dans le projet de constitution de Maître Nkandé. Il s'agit de tout ce qui concerne le pouvoir judiciaire et en particulier la Cour suprême. L'article 107, qui traite de cette plus haute juridiction de l'État en toute matière, est composé des chambres suivantes: administrative, judiciaire, constitutionnelle, électorale et des comptes de l'État. La Chambre électorale veille, je cite l'article 114, à la régularité des élections présidentielles, législatives, communales et ou municipales, examine les réclamations avant les élections, statue sur les irrégularités constatées et proclame les résultats définitifs du scrutin. Elle statue aussi sur la régularité du référendum et en proclame les résultats définitifs. Enfin, elle statue en cas de recours sur les contentieux électoraux. Je suis sûr que les spécialistes des questions électorales regarderont ce texte à la loupe et attaqueront M. Nkandé qui a osé mettre les pieds dans les plats dans notre pays où la Commission électorale nationale autonome est en passe de devenir une institution inscrite dans la Constitution. Ce type de provocation fait partie des charmes de ce livre qu'il faut absolument lire pour prendre activement part au grand débat national auquel l'auteur nous invite. Permettez-moi, avant de terminer, d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la place de l'histoire dans la gestion politique d'un pays. Je commence par battre ma cour, car mes collègues et moi ne faisons pas tout ce qu'il faut pour mettre l'information historique à la disposition du grand public, et en particulier celle des hommes politiques. C'est pour cette raison que Maître Nkandé a cru que le 30 novembre 1972, le discours programme présenté par le commandant Kérékou, président de la République et chef du gouvernement militaire révolutionnaire, était un événement sans précédent et que pour la première fois, le Dahomey avait un programme. Erreur. Le premier plan quadriennal du Dahomey a été voté à l'unanimité par les députés à l'Assemblée nationale en août 1961. Dans son discours de présentation du plan, le président Maga a dit que l'objectif poursuivi par le gouvernement était de rompre absolument avec un passé qui se prolongeait dangereusement dans le présent et qui était essentiellement caractérisé par le monopole hérité du pacte colonial. Les résultats de ce monopole, d'après le président Maga, étaient le chômage chronique après l'appropriation par quelques sociétés des profits résultant du travail national et des équipements mis en place par la nation. Dans ce premier plan quadriennal qui devrait s'exécuter entre 1962 et 1965, terme prévu du mandat présidentiel, le gouvernement du président Maga s'engageait à utiliser sur place les profits des sociétés pour amorcer un processus cumulatif permettant le développement rapide et harmonieux de la nation. Tous ces rêves ont disparu le 28 octobre 1963 avec la chute du président Maga et l'accession à la magistrature suprême du colonel Christophe Solo. Celui-ci ne resta que quelques mois à la tête de l'État quand ses successeurs ont été élus en janvier 1964. On ne parla plus du plan quadriennal. Vous le constatez vous-même, nous n'avons pas de suite dans nos actions. Chacun vient, ne se préoccupe pas de ce qui a été amorcé avant lui, fait ce qu'il croit être bon pour le pays, s'en va, et le même scénario recommence avec le successeur. Maître Nkandé regrette l'inexistence de régions dans notre pays,
Alors que administrativement, note-t-il, certaines décisions importantes du pays sont prises en tenant compte des régions qu'aucune loi ne reconnaît. Il faut, à ce sujet aussi, interroger l'histoire nationale. Souvenez-nous qu'en décembre 1959, le Dahomey a été divisé précisément en 6 régions et que chacune était dotée d'un conseil général dont les membres avaient des prérogatives réelles. En octobre 1960, les régions furent dénommées départements, divisées en sous-préfectures et arrondissements. À cette date, chaque département était désigné par des points cardinaux. Il y avait donc les départements du sud-est, du sud, du sud-ouest, du centre, du nord-est et du nord-ouest. Ces appellations ont changé. En septembre 1966, sous le gouvernement du président Soglo, et les départements ont été dénommés Ouémé, Atlantique, Mono, Zou, Ouaoukou et Atako. En vérité, le vœu de notre Montagny est que l'autonomie donnée par la loi de 2004 aux communes soit étendue aux départements actuels qui disposeraient, comme en 1960, de conseils généraux, c'est-à-dire de parlements régionaux, habilités à voter le budget de la région et à définir la politique de développement des localités qui la composent. Il s'agit là d'un combat purement politique. Et ce combat se gagne, non pas seulement parce qu'il est juste, mais en tenant grand compte des rapports de force. Je veux remercier M. de la confiance qu'il m'a faite en m'associant à la cérémonie de cet après-midi, reprenant mon compte ce qu'a écrit notre vénéré Dr Basile Adjoumouni, présent parmi nous, dans la postface de l'ouvrage. Je suis d'avis qu'il faut être vraiment patriote pour s'attaquer en solitaire à la révision de la Constitution de son pays, surtout lorsque l'on est un citoyen ordinaire. Mais en vous voyant autour de l'auteur, je commence à me dire que celui-ci n'est plus seul et que petit à petit, le cercle s'agrandira et transformera le rêve en réalité. Merci de votre attention. Donner la note qu'il faut à chacun d'enchaîner avec les commentaires. De toute façon, l'objectif de l'auteur est très clair. Comment faire pour arracher le bateau bénin de ces pirates qui continuent de le dépouiller avec des mesures et des manières sophistiquées sans pour autant toucher au commandant de bord, encore moins aux membres d'équipage. Nous allons permettre maintenant à M. Clotaire Oloïdé de nous faire la présentation commentée de l'ouvrage. M. Oloïdé, j'espère que de votre côté, ça ne va pas être comme... Ce que l'auteur met dans démocratie consensuelle. Et dans un deuxième temps, je relèverai quelques points qui pourraient faire débat. Avant de commencer, je dirais que Maître Bonkari est un aîné que je respecte beaucoup, avec qui j'ai plusieurs fois discuté et avec qui on s'est entendu sur un certain nombre de choses. Et la première de ces choses, c'est que il faut que nous, Africains, et en particulier nous qui nous disons intellectuels, nous arrêtions de faire du copier-coller ou du replâtrage de ce qui vient d'ailleurs. Et je crois que c'est cela que Maître Boukari a réussi à faire dans son ouvrage, en réussissant une alchimie entre
les principes démocratiques que nous avons importés et les réalités de chez nous. Mais Boukari ne rejette pas les principes de la démocratie. Au contraire, il les réaffirme et il voudrait même qu'ils soient approfondis. Mais à côté, il estime que nous, Africains, nous avons une culture, nous avons des repères, nous avons des traditions dont nous devons tenir compte. Et donc, lorsque vous lisez le projet de constitution qu'il propose, vous avez premièrement l'impression que c'est la constitution du 11 décembre 1990. Mais en le lisant à fond, vous vous rendez compte qu'il y a des modifications profondes dans ce que M. Boukari propose. Et donc, ce désir de combiner les principes démocratiques importés de l'Occident et nos réalités transparaissent tout au long du travail de M. Boukari. Et il a d'ailleurs dit, dans son ouvrage à la page 59, il dit ceci: il faut tenir compte du fait que le peuple béninois est encore majoritairement analphabète, que son rapport aux lois écrites est faible, qu'il reste encore par sa culture moulée dans la peur et dans la crainte du chef, toute chose qui le limite dans l'exercice et dans la jouissance de ses droits. M. Boukari a donc voulu tenir compte de cette réalité et aussi du fait que nous le veuillons ou non, aujourd'hui, nos États africains n'ont pas encore développé un sentiment national. Il n'y a pas encore de nation en Afrique. Et ce qui l'emporte surtout, c'est le sentiment d'appartenance à une région, à un département, à une petite communauté. Et donc, M. Boukari veut intégrer ce paramètre dans les propositions qu'il fait. M. Boukari va plus loin et il touche à l'enjeu même de la démocratie en Afrique chez nous aujourd'hui. L'enjeu de la démocratie chez nous, je précise bien chez nous, est devenu le pouvoir exécutif. Parce que tout le monde veut aller au pouvoir, c'est là où il y a tout, c'est là où on peut distribuer tout, c'est là où on peut obtenir tout. Même Boukari va jusqu'à comparer le président de la République chez nous à un monarque. Et il ose dire même qu'on ne sent pas vraiment la séparation des pouvoirs dans nos pays, en particulier au Bénin. Je le cite, il dit: on pourrait même dire que le déséquilibre entre le pouvoir exécutif et les autres pouvoirs, appelés abusivement contre-pouvoirs, est si énorme qu'il n'y a en réalité pas de séparation des pouvoirs. C'est donc le constat que M. Boukari fait, et par rapport à cela, il propose un rééquilibrage des pouvoirs. Rééquilibrage des pouvoirs qui remet le peuple à sa juste place. Le peuple pris en ses représentants à l'Assemblée nationale. Puisqu'il l'a dit, il n'y a pas de pays où tout le peuple peut gérer directement. Il faut nécessairement déléguer à des représentants. Ces représentants étant à l'Assemblée nationale, le vrai pouvoir devrait se trouver à ce niveau-là. Mais Boukari trouve également, comme l'a dit avant moi le professeur Métemboué, que le multipartisme intégral s'est révélé infécond. Il n'existe pas de réel parti national au Bénin. Le Parlement, qui est censé être la représentation du peuple souverain, est réduit à n'être souvent qu'une caisse de résonance de l'exécutif. Et M. Boukari s'est également attaqué à deux institutions. D'abord, le Conseil économique et social. Il trouve, et sur ce point, je suis tenté de partager son avis, que le Conseil économique et social n'a pas de réel impact sur la vie politique au Bénin. Et que donc, cette institution devait purement simplement disparaître. Et en lieu et place, il propose donc
une deuxième chambre à l'Assemblée nationale, ce que le doyen Mété va appeler la chambre des sages. Autre chose constatée par M. Boukari, c'est que le pouvoir judiciaire n'est pas réellement indépendant. Et à ce titre, il dit à la page 61, le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de 5 ans par le président de la République. Ça, c'est l'article 133 de la Constitution du 11 décembre 1990. Plus loin, c'est le président de la République qui est garant de l'indépendance de la justice au lieu du président de la Cour suprême, président du pouvoir judiciaire. De même, les magistrats sont nommés par le président de la République sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice. À partir de ce moment, il faut se poser effectivement la question de savoir qui est le patron du pouvoir judiciaire. Mais Boukari est également embêté par l'émiettement du pouvoir judiciaire avec la création de plusieurs institutions juridictionnelles comme la Haute Cour de justice, la Cour constitutionnelle. Et il trouve que ces institutions-là devraient en réalité être des chambres de la Cour suprême. Donc M. Boukari propose en fait que tout l'arsenal judiciaire soit placé à la Cour suprême avec des chambres pour chacune des matières et que le président de la Cour suprême soit effectivement le président du pouvoir judiciaire. L'auteur a également parlé de l'absence de vision et de programme cohérent de développement. Je ne vais pas revenir sur cette question, le professeur Météo en a déjà parlé largement. Mais il a fait ce constat effectivement que à chaque fois qu'un président arrive, il vient avec un programme, remet en cause tout ce qui a été précédemment fait et on se retrouve dans un éternel recommencement. Le dernier point important que je voudrais souligner parmi les diagnostics posés par M. Boukari, c'est la question des langues. M. Boukari estime que nous ne pouvons pas nous développer avec la langue d'autrui seulement. Il ne rejette pas le français, mais il dit qu'à côté du français, nous devons promouvoir au moins 2 langues nationales d'intercommunication. Et donc, au vu de tout ce diagnostic posé par M. Boukari, il propose fondamentalement, comme je l'ai dit tantôt, le rééquilibrage des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et pour cela, il estime que le chef de l'État, le président de la République, devrait avoir ses pouvoirs plus réduits et mieux contrôlés par l'Assemblée nationale qui est l'émanation du peuple. Et il propose que, pour y arriver, qu'on intègre le sentiment régional dont on a parlé plus tôt, qui l'emporte sur le sentiment national, pour que le pouvoir exécutif devienne rotatif. C'est-à-dire quoi? M. Boukari propose que le Bénin soit subdivisé en régions. Et en termes de régions, il pense aux 6 régions, aux 6 des anciens départements du Bénin, la Takora, le Borou, l'Atlantique, le Mono, le Zou et l'Ouémé. Et donc, que chacune des régions ait l'opportunité de passer à la tête de l'État. Et pour cela, il propose simplement qu'on fasse un tirage au sort. Au début de chaque mandat, on tire au sort une région et c'est dans cette région que se dérouleront les élections pour désigner le président de la République et son vice-président. Et donc, lorsque cette région aura fini son mandat, on repasse à nouveau tirage au sort en éliminant celui qui a fini et on choisit une autre région où on élira le prochain président. De fait, toutes les régions feront l'expérience de l'exercice du pouvoir d'État. Et ça réglera du coup
la question des frustrations que tout le monde constate aujourd'hui. Mais à côté de cela, le président sera obligé de nommer au moins un ministre par département, cette fois-ci non plus par région, et les départements c'est les 12 actuels. Ce qui fait 12 ministres, et 3 seront laissés à sa discrétion, de sorte que le gouvernement ne dépassera pas 15 ministres. Et tous les départements s'y retrouveront. À côté de cela, il propose également, et cette fois-ci au niveau de l'Assemblée nationale, que des pouvoirs étendus soient donnés à l'Assemblée nationale pour contrôler l'action du chef de l'État. Et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on retrouve au niveau de la Chambre des députés, parce que là il propose 2 chambres, la Chambre des députés et la Chambre des sages. Au niveau de la Chambre des députés, on ait au moins un député par commune. Donc que les communes soient érigées en circonscription électorale. Pour que toutes les communes du Bénin se retrouvent au niveau de l'Assemblée nationale, plus particulièrement au niveau de la Chambre des députés. Quant à la Chambre des sages, il y aura 2 sages par département. Et là, je profite pour répondre à la question du gouvernement. Donc il y aura 24 sages. J'ai parlé des 2 langues d'intercommunalité, mais vous avez proposé le Front et le Dendi. Mais le Carré propose qu'il y ait une loi cadre. Qu'on ne laisse pas à chacun des présidents la possibilité de venir avec un programme qui ne correspond à rien, qui ne cadre pas avec les mesures du pays. Donc, il y a une loi cadre sur un certain nombre d'années. Et que pendant ce nombre d'années-là, chacun des présidents qui vient s'inscrit dans le programme qui est là et n'est plus qu'à mobiliser les fonds pour exécuter la partie de ce programme qui lui revient. Et à ce niveau, M. Boukari propose que le mandat soit de 5 ans non renouvelable. Que le mandat de chaque président soit de 5 ans non renouvelable. L'autre chose dont je pourrais parler également dans les propositions de M. Boukari, c'est le contrôle plus renforcé du gouvernement, au point où il voudrait que lorsque le ministre est fautif et qu'il ne démissionne pas, et que le chef de l'État ne le démissionne pas, que l'Assemblée nationale soit autorisée à le démettre de cette fonction. Je sais que les propositions de M. Boukari vont embêter plus d'un. Mais je suis sûr que, et je crois que c'est bien cela, l'objectif de M. Boukari, c'est de tuer l'enjeu. C'est de tuer l'enjeu au niveau de la politique pour orienter le peuple vers le travail. Parce que l'enjeu politique est tel aujourd'hui que tout le monde se rue sur le pouvoir exécutif, tout le monde veut faire de la politique, finalement plus personne ne travaille. Donc M. Boukari voudrait qu'on balise le terrain, qu'on encadre les choses de telle sorte qu'il n'y ait plus de véritable enjeu au niveau du pouvoir exécutif et que même n'étant pas président, c'est pour cela qu'il parle de démocratie consensuelle. Donc voilà les grandes lignes de la proposition de M. Boukari. Je ne vais pas aller dans plus de détails parce que je vous laisserai l'occasion vous-même de découvrir tout ce qu'il a proposé. Mais je dirais dans un deuxième temps que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les propositions de M. Boukari, certaines peuvent être sujettes à débat. Au nom de cette proposition, personnellement, je vais retenir quelques-unes qui me paraissent difficiles d'accepter ou d'appliquer. Je partirai d'abord de la question des partis politiques que M. Boukari a voulu départementaux et régionaux. Si je ne rejette pas l'esprit qui a guidé à proposer cela, c'est-à-dire que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de véritable parti national, que le sentiment régional est plus poussé,
et que c'est plus facile aux chefs de parti de gérer au niveau de leur fief, je n'exclus pas non plus que l'on permette, puisque l'objectif à terme, c'est de créer ce sentiment national qui n'existe pas, il serait à mon avis pas du tout opportun de mettre de côté les partis nationaux et de n'institutionnaliser que des partis régionaux et départementaux. L'autre question qui me fait réfléchir, c'est également la question des langues d'intercommunication. Si je suis d'accord sur le fond, le choix me paraît plus à débattre. Parce que M. Boukari propose le fond et le dindi. D'aucuns diront que non, le dindi est moins parlé que le bariba. Je ne suis pas particulièrement locuteur de ces langues, donc je ne le maîtrise pas vraiment. Mais je crois qu'il faut qu'un débat se fasse à ce niveau pour retenir les langues qui font plus l'unanimité. Et la question qui me concerne plutôt particulièrement, parce que je suis dans le domaine des élections, c'est la question de la Sénat. Et le professeur Beteboué l'a si bien dit tout à l'heure. M. Boukari propose qu'on retourne l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Et que la Sénat disparaisse au profit de ce ministère. Est-ce que c'est la meilleure solution? Personnellement, je ne crois pas. Personnellement, je ne crois pas. Parce que ce ministère a fait ses preuves, a montré ses limites. Et c'est pourquoi la Sénat a été créée. Et la Sénat a fait école dans plusieurs pays aujourd'hui et a tendance vraiment à faire école ailleurs, dans les pays du Nord. Est-ce qu'il faut encore retourner derrière? On fera le débat. Quelque part, M. Boukari propose que les organisations de la société civile participent à l'animation de la vie politique